Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va faire le test complet du Huawei Mate 10 Pro, Donc, ce Huawei, c'est un petit peu l'un des meilleurs haut de gamme de cette année, l'une des meilleures phablettes surtout, parce que il est très performant. Il a surtout sur Android en tout cas le premier processeur neural comme l'iPhone X, donc qui est intégré. Donc ça, c'est le truc, le petit bonus. Après, au quotidien, donc il est censé apprendre, c'est surtout ça en fait sa grande particularité. Il y a une grande amélioration au niveau de l'appareil photo, parce que moi j'étais assez déçu sur le Mate 9 de la qualité photo, qui était loin d'être extraordinaire. Ici, il y a une grosse évolution sur la partie photo, notamment au niveau de l'ouverture, puisqu'on est passé de l'ouverture 2.2 qu'on retrouvait sur la plupart des Honor et Huawei en double capteur, à une ouverture en 1.6. Donc c'est une énorme évolution. On va voir un petit peu ce que ça donne dans ce test. Par contre, on n'a pas la prise jack. Il faut savoir qu'il y a deux modèles de Mate. Vous avez le Mate 10 normal qui n'est pas vendu en France et le Mate 10 Pro qui lui est vendu en France. À côté de ça, vous avez l'Honor 10 View qui lui est vendu donc aussi en France depuis peu et qui en fait reprend les caractéristiques du Mate 10. Donc en soi, c'est comme s'il était vendu. Et le truc, c'est qu'entre la version Pro et la version normale, quelque chose que je ne comprends pas, c'est que sur la version Pro, donc on a un IP68, donc ce qui fait que c'est mieux, ça résiste mieux à l'eau, mais par contre on perd le port micro SD et la prise jack. J'en ferai une vidéo spécifiquement un peu plus tard, je sais pas quand exactement, mais je ne comprends pas pourquoi une version Pro a moins de fonctions, et surtout l'intérêt, et ça vous le comprendrez mieux à travers de la vidéo, l'intérêt de l'USB-C aujourd'hui, c'est que pour l'intégration de tous les trucs, c'est un petit peu plus simple, mais c'est à peu près tout. Au-delà de ça, donc on est aussi sur du 18/9, donc le premier Huawei en 18/9. Donc on va voir un petit peu, il y a une bonne optimisation de la part de Huawei, et en plus de ça, c'est plutôt une bonne idée de rester sur du 6 pouces, on y reviendra rapidement. On va passer au test, je sais pas encore si je vais faire un test express, ou si je vais pas le faire, ou si je vais en faire un simple comme le Mate 10 Lite, pour diverses raisons, notamment de, entre guillemets, santé. Je suis vraiment à bout en ce moment, donc ce qui fait que malheureusement, je vais devoir un petit peu rusher, parce qu'en plus je suis en retard sur cet téléphone, je vais devoir rusher les tests. Donc vous aurez droit au test long qui est pour le plus simple à tourner. Donc au moins il sera complet de ce point de vue là pour le Mate 10 Pro, et on passe tout de suite au test. Pour rappel, il est vendu aujourd'hui entre 700 et 800 euros. Vous regardez sur Amazon, après il y a peut-être d'autres sites. 700 et 800 euros en France. Donc à vous de voir si vous intéresse après ce test. En tout cas vous pouvez passer par le lien si vous voulez me soutenir. Au niveau du design, donc là on a un changement assez intéressant, puisque là le design a été renouvelé en tout cas pour ce Huawei Mate, puisque on est passé donc déjà du 18/9, quelque chose qui est en vogue en ce moment, qui est d'ailleurs assez appréciable pour la prise en main, j'en reparlerai un petit peu après. La chose qui a beaucoup changé, c'est surtout le dos, puisque cette fois-ci on reprend un petit peu les codes qu'il y avait sur les Honor, enfin qu'il y a toujours d'ailleurs, sur les Honor 8 et 9, c'est-à-dire un dos avec un traitement spécial du verre qui joue avec les reflets, mais de façon différente et que j'adore énormément. On est sur la version marron en plus de ça, une marron qui est exactement c'est Mocha Brown, que j'aime beaucoup en fait, ça le rend très classe, très pro en fait, et qui est assez appréciable, mais faisons un peu le tour du propriétaire. Donc du côté droit on a le bouton power qui donc en plus de ça strié, donc ce qui permet de le ressentir, le bouton volume. Au-dessus, nous avons donc le micro secondaire avec donc le port infrarouge avec ses deux antennes. On peut voir donc ici le tiroir SIM dual SIM uniquement,
En dessous, le haut-parleur avec donc 2 micros, de ce que je comprends, et donc le port USB type C avec ces 2 antennes. On a droit, comme vous pouvez voir, la tranche est en alu brossé, ce qui est assez agréable d'ailleurs au toucher. En façade, nous avons droit à un capteur avant, ici, qui a l'air assez sympathique de visu, en tout cas, et qui fait assez gros, en tout cas. Ensuite, nous avons le haut-parleur, le capteur proximité et luminosité. Et pour terminer au dos, vous avez droit donc à ce dos en verre, bon par contre qui prend les traces de doigts comme vous voyez, hein, je viens juste de le nettoyer malheureusement, mes doigts étant très agréables par rapport à ce type de truc là, il va falloir que je le nettoie assez régulièrement dans la vidéo. Avec son double capteur en ouverture 1.6 qu'on voit d'ailleurs assez bien, je sais pas si on le voit bien, mais on voit vraiment que les capteurs sont vraiment gros, donc il y a une grosse ouverture, donc beaucoup de lumière qui arrive. Avec le lecteur d'empreintes. On a droit à cette espèce de changement un peu différent en termes de réflexion de la lumière, en fait, puisque en fait c'est, comment dire, hop, on va essayer de montrer ça au plus près. Hop, ici. En fait, c'est plein de petites lignes ici, donc qui donnent un aspect un peu différent et assez sympa. J'arrive pas à le montrer malheureusement. Ça va être compliqué, je pense. Je sais pas, non, j'arrive pas à le montrer. Mais en gros, c'est plein de toute petite ligne qui fait que ça change un peu le design et en fait c'est comme si ça délimitait, voilà, ça c'est la partie photo et d'ailleurs on peut voir que c'est donc tout est hop, je sais plus comment on dit, j'ai plus les mots, je suis vraiment fatigué. Donc on a le double flash et le capteur laser de l'autre. On a le don de chez Leica de la lentille qui est un Sumilux, donc qui fait partie des plus haut de gamme avec donc couverture 1.6 et donc ce double capteur, donc un de 12 et un de 20 mégapixels. Le lecteur d'empreinte, lui, il est vraiment impressionnant, puisque j'ai juste besoin de le taper, hop, et ça va l'allumer. Donc ça, c'est impressionnant. Le design en soi, je le trouve très réussi, parce que bah, déjà, le dos, bah, en fait, tous ceux qui l'ont vu, ils font « Waouh, il est super beau !» Et voilà, il y a des gens qui se sont dit il m'intéresse bien pour mon prochain smartphone. Il faut avouer que vraiment, il y a ce côté sur la réflexion, les jeux de lumière, on peut le voir justement ici, qui est vraiment sympa, ce qui fait que quand vous le posez quelque part, bah, il se remarque vraiment, il a vraiment un côté qui ressort, qui fait que c'est pour moi l'un des plus beaux smartphones qu'il y a eu aujourd'hui, enfin pour cette année. Je le trouve vraiment très très réussi. Ce système avec les reflets lui réussit grandement. La prise en main aussi est très bonne. On a quelque chose de bien arrondi et quelque chose de vraiment beaucoup plus abouti que ce qu'il y avait sur le Mate 9, où j'avais en fait la liaison en fait entre l'écran et la tranche qui était pas parfaite et qui fait que ça grattait légèrement le doigt, ce qui n'était pas forcément très agréable. Ici on a vraiment quelque chose de très arrondi et la prise en main est vraiment bonne. En plus de ça, ce qui améliore la prise en main, c'est qu'ils sont restés sur un format 6 pouces marketing, on va dire entre guillemets, mais en 18/9, ce qui fait qu'on a un écran qui est moins large en étant toujours très grand. Il est surtout plus haut et moins large, donc vraiment la prise en main est vraiment meilleure et ça c'est une bonne chose puisque ça permet de rester une phablette tout en étant moins grand, parce que les Mate 9 étaient réputés grands en 6 pouces en 16/9, c'est vraiment très large. Là en 18/9 on gagne quand même quelques millimètres qui sont vraiment appréciables pour la prise en main, donc ça c'est vraiment la bonne chose. On peut voir qu'avec donc l'apparition du 19e, la partie haute et basse sont très réduites aussi, donc ce qui fait que ça permet une très bonne optimisation de l'espace. On est parmi, ça fait beaucoup penser au S8, on est parmi en tout cas c'est parmi les meilleurs smartphones en termes d'optimisation, et surtout ce qui est bien c'est que on n'a pas ce côté Mimix ou quoi où ça va être décentré. Là c'est vraiment centré, donc ça reste assez beau visuellement puisque ça reste l'écran reste l'élément centré vraiment par rapport au reste du design et pas quelque chose qui est décalé un peu plus vers le haut ou un peu plus vers le bas. Donc ça c'est le côté un peu sympa. On a aussi une amélioration au niveau du design un petit peu moins comment dire visible entre guillemets, puisqu'en général les Huawei avaient tendance à avoir une grosse bande noire autour de l'écran, ce qui fait qu'on avait parfois l'impression qu'il était presque borderless sur les anciens modèles, mais en fait pas du tout. Là ce qui est bien c'est qu'on a juste un très léger liseré noir autour de l'écran, qui est par exemple très fin sur les côtés, un peu moins en haut et en bas, ce qui note juste justement, si je le montre, ici galerie photo, ça va être tout en blanc, on peut voir que la bande blanche est vraiment bande noire est très limitée, et ça c'est aussi un bon point puisque Huawei avait vraiment tendance à en abuser. Pour comparer avec un 5.7 pouces que j'ai ici qui était assez bien optimisé, c'est-à-dire le Moto X-Style que j'ai ici, voici ce que ça donne. En termes de design, on va allumer l'écran parce que là il se voit moyen. Mais voilà un petit peu ce que ça donne par rapport à du 5.7 pouces, donc c'est assez bien optimisé.
On va montrer aussi rapidement avec un autre smartphone que j'ai reçu, c'est le Nubia Z17 Lite, et on peut voir que ce qu'il y a de bien avec ce Z17 Lite, c'est que c'est du 16 neuvième, et pourtant, on est en 5.5 pouces, et là on est sur du 6 pouces en 18 neuvième, donc c'est ça qui est un petit peu particulier, c'est que faire un rapport, c'est un peu compliqué. Mais en gros, on peut voir qu'il y a, hop, si j'arrive à aligner en bas, ça de différence, en termes de lunettes, ça reste assez léger, mais par contre, bah, la différence, c'est que là, c'est bien optimisé sur le Nubia en termes de bordure. Ça reste un petit peu plus gros sur le Huawei, mais on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. Si on montre ici les photos, hop, voilà un petit peu les bordures, donc vous pouvez voir que ça reste, je sais pas si j'arrive à bien le montrer, mais voilà un petit peu ce que ça donne, 18 neuvième en 6 pouces contre du 16 neuvième en 5.5 pouces. Voilà, un petit peu pour cette partie, en tout cas un design voilà, que je trouve réussi, il est surtout très beau. Je regrette l'absence de la micro SD, donc pour la partie stockage, et surtout du port jack, qui bah, pour moi il avait... parce que le truc c'est que pour repasser rapidement sur la partie jack, pour moi il y avait amplement la place, justement ici, de le mettre, et surtout qu'il doit y avoir une partie circuit imprimé ici pour justement la gestion USB-C, la gestion du haut-parleur, du micro, il y a sûrement une place pour quelque chose ici, enfin je veux dire c'est obligé, et comme c'est la grande tendance, bah voilà, ils ont décidé de l'enlever parce que oulala, tous les autres le font, nous le faisons aussi sur un de nos modèles et le seul qui est vendu en France. Donc bon, à mon avis, c'est un petit peu aussi pour tester le marché d'ailleurs, c'est un peu l'impression que j'ai, puisque le Mate 10 normal, lui, ne l'a pas, et le Honor View 10, lui, l'a aussi. Ce qui fait qu'à mon avis, c'est peut-être pour tester le marché, voir comment réagit, quels sont les commentaires, est-ce que ça se vend, pour voir comment réagir par la suite. On verra bien l'année prochaine, ça va être intéressant d'en parler par rapport à ça. Au niveau de la surcouche, donc là on se retrouve sur Android 8 Oreo avec EMI 8. Donc faut savoir que EMI 8 en gros, c'est EMI 5 qui passe de EMI 6, mais comme EMI 6, bah, en fait ils ont voulu faire une petite modification, c'est-à-dire que le numéro EMI serait le même que le numéro de la version Android. Comme ça ne crée pas de confusion. Donc ce qui fait qu'en gros on est sur EMI 6 qui s'appelle maintenant EMI 8, et par rapport à EMI 5, eh bien il n'y a pas vraiment de différence, il faut être honnête. En gros on va voir quelques petits différences, donc pour ceux qui veulent connaître, ça va être en gros qu'on a maintenant le Google Now Launcher qui est intégré donc au launcher de base, donc ça c'est le truc assez sympa déjà. Ensuite nous avons les paramètres qui sont eux modifiés, donc comme pour ceux de Android Oreo stock, avec les modifications par Huawei pour tout ce qui est choses internes. Donc vous voyez par exemple les mises à jour de sécurité, maintenant c'est ici qu'on les a, avec Google Play Protect, etc. Donc ça a vraiment été vraiment modifié, ça a été remanié. Ici ça a été donc intégré. Par exemple là ils ont mis l'assombrissement de l'affichage, qui fait que par exemple on va pouvoir avoir ici ce côté beaucoup plus sombre. Donc il était sur la bêta, je crois pas qu'il était intégré. Je ne sais plus. Sur Android Oreo, ici, en tout cas, ils ont décidé de l'intégrer. On va même pouvoir gérer la résolution de l'affichage, et même une résolution intelligente. Ensuite, qu'est-ce que nous avons donc d'autre? Je n'ai plus en tête. Après, voilà, ça va être des petites choses par-ci, par-là. On va toujours avoir donc la gestion, donc le confort des yeux qu'on aura toujours ici. Style d'écran, donc là, on va pouvoir choisir classique ou avec tiroir d'application. On va avoir l'affichage en plein écran, donc c'est-à-dire on va pouvoir choisir toutes les applications si vous voulez que vous ayez donc en 18 neuvième ou non. En fait, on va pouvoir choisir ce qui va être en 18 neuvième ou non. Le mode d'affichage, forcément classique, donc là ça va être petit, moyen ou grand. Donc bien sûr ça vient de Android 7 maintenant. La taille du texte, la résolution, je viens de le montrer. Mode couleur, donc on peut choisir les couleurs normales ou vives. Donc à vous de voir. Ce qui vient avec les couleurs vives là, c'est qu'on va avoir un blanc qui est plus blanc. Ensuite, donc on a la batterie, j'ai montré rapidement. Lancement donc en arrière-plan, donc on va pouvoir gérer tout ce qui peut être lancé en arrière-plan, avec le mode de gestion d'économie en ultra, donc si vous voulez le minimum, donc c'est-à-dire vraiment ultra, en gros ça va être ça. Donc ça va être en gros le minimum. On va pouvoir ajouter 3 applications parmi toutes celles que vous avez. Vous pourrez quand même vous connecter en 4G, etc. Mais ce sera en vraiment partie minimum. Ça va user très peu de batterie en fait. C'est vraiment le but qui est demandé par rapport à ça.
La mémoire de stockage, on va pouvoir la nettoyer, on aura tout qui est précisé ici. On peut voir aussi la RAM qui est utilisée ici, donc depuis 3 heures, 6 heures, 12 heures ou un jour. Donc on peut voir que l'utilisation moyenne est de 2,3 gigaoctets, sachant qu'on en a 6. Donc on peut voir que en gros les 6 Go de RAM, on est loin de les avoir atteints. Quand on voit qu'il y a des news où certains smartphones sont prêts à sortir avec 10 Go de RAM, on comprend pas trop l'utilité. Donc sachez que vous serez large en termes de mémoire vive. Ensuite, on a l'assistance intelligent, donc là, la navigation à une main, donc ça va être en gros affichage écran réduit, donc c'est-à-dire que vous faites ça, hop, et ça va se réduire, tout simplement. Vous avez le changement de clavier, bon, sachant que vous avez Google, bon, ça n'est pas forcément très important. Vous avez les commandes vocales, que je n'ai toujours pas compris de mon côté, enfin, c'est pas très très utile en soi. Ça va être des petites commandes pour annonce vocale des appels entrants, prise d'appel via commande vocale, accès rapide. Donc à certaines choses. Bon après je les trouve vraiment pas utiles. Étui intelligent, désactivation du mode tactile, vous avez le mode gant pour quelque chose qui soit un petit peu plus réactif. Vous avez la partie Google Service qui est maintenant mis vraiment sur une partie à part et plus mis en avant, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir les applications associées au Google Service, les annonces, c'est-à-dire qu'on va même pouvoir désactiver la personnalisation des annonces par exemple, les applis instantanées qu'on va pouvoir choisir, donc avec donc ici on va pouvoir avoir pas mal de petites choses, commande de diffusion des contenus multimédia, configurer un appareil à proximité, donc c'est-à-dire que vous avez reçu un appareil, vous allez le configurer, vous êtes sur une version qui permet aussi d'avoir ça, qui permet aussi d'avoir ça sur un autre appareil qui est assez récent en termes de version Android, et vous allez pouvoir le configurer de façon assez sympathique, je vais y arriver, mais en gros, même après démarrage, vous allez pouvoir le configurer via ça. Vous avez Nerby qui est intégré maintenant ici, numéro de téléphone de l'appareil, play jeu, rechercher, bon, les trucs classiques ensuite. Compte utilisateur, donc tous vos comptes qui sont associés. Système, donc là, vous allez avoir mise à jour, langue, date, accessibilité. Ici, on va voir pas de choses particulières, donc les choses qu'on a d'habitude. On va voir l'inversion des couleurs pour ceux que ça pourrait intéresser. Les options de développeur, évidemment, logo de certification, donc pour ceux qui seraient intrigués aussi par ça. Et voilà, après, sur la partie donc application, on a la gestion du téléphone. Donc en gros, on va avoir tout ce qui est nettoyé, gestion des flux de données, donc c'est-à-dire donc savoir un peu ce qu'on a consommé et ce qu'on peut désactiver ou non en Wi-Fi ou en données selon vos envies. L'interception, donc là en gros c'est la blacklist, en gros si vous voulez blacklister certains utilisateurs pour les messages ou pour les appels, vous avez cette partie-là. Donc la batterie on l'a aussi ici, la gestion des bulles notifications, donc par exemple Facebook c'est pas possible, mais tout le reste en général par défaut c'est autorisé, l'analyse de virus, bon après ça c'est pas très utile, et bien sûr vous pouvez rafale d'analyse, analyse avec ressources internet, analyse rapide ou intégrale, mise à jour manuelle et mise à jour via Wi-Fi, vous avez ce type de choses. Ensuite, les autres applications, elles sont globalement ici. Donc, on va avoir la météo, calculatrice, enregistreur sonore, lampe torche, miroir, télécommande, puisque bien sûr on a la partie infrarouge, iCare pour la partie SAV, boussole, sauvegarde, phone clone. Donc là, si vous voulez cloner en fait un appareil que vous avez reçu, c'est-à-dire vous venez de le recevoir, vous avez un autre téléphone, vous prenez phone clone sur l'autre téléphone, et ça va permettre de transférer tout ce qui est photo, contact, message et applications sur ce téléphone-là. Vous avez cette possibilité, sachant que c'est proposé au démarrage. Vous avez les thèmes, il faudra mettre la SIM pour avoir accédé au store, les astuces, plus de services, bloc-notes, agenda, l'horloge, translator, booking, donc là c'est plus des choses extérieures, santé pour la partie santé, quand vous voulez voir les pas, etc. Par défaut ça va les compter de toute façon, donc ça va vous donner une petite notification, ah vous avez fait tant de pas, donc par défaut c'est activé. Traduction, calculatrice, et voilà. Vous avez aussi Quick qui est le logiciel de GoPro qui va permettre en fait avec plusieurs vidéos de créer une seule vidéo. J'ai vu notamment Alexis de Honor en faire plusieurs et les poster ensuite sur Twitter, donc si vous êtes intrigué par savoir ce que ça fait, n'hésitez pas à aller sur son Twitter et regarder un petit peu ou lui demander une de ses vidéos, il pourra vous taguer dessus et montrer un petit peu ce que ça vaut un peu, et c'est vraiment sympa, c'est vraiment très sympa. Un clavier SwiftKey, alors que moi, j'aime pas forcément, je préfère le clavier Google personnellement. Et puis voilà, après tout le reste, c'est des choses ajoutées. Vous avez bien évidemment toute la partie store ici. Là, vous avez les paramètres contact email. L'appli photo, j'y reviendrai rapidement. Donc il y a pas mal de petites choses. Ça n'a pas vraiment changé par rapport à UI 5, donc ce qui fait que là-dessus, il n'y aura pas de gros changements à dire lors de la partie photo de l'application.
Donc on a fait un peu le tour, ça reste, comment dire, quelque chose une surcouche qui est de plus en plus agréable quand même à gérer. Ce qu'il y a de bien, c'est le rapport avec Android Oreo qui s'intensifie, c'est-à-dire que ça se rapproche de plus en plus de ce que est Android stock, mais avec la touche Huawei qui reste intéressante et qui reste assez légère. C'est ça qui est assez agréable, c'est qu'on va avoir la touche Huawei, mais ça va rester assez léger par rapport à certaines surcouches, et on va avoir ce côté un petit peu chinois qui reste présent, mais qu'on peut éliminer, donc par exemple pour le tireur d'application, donc selon vos envies. Donc ça reste une surcouche complète et agréable, elle est assez fluide, elle est assez bien optimisée, et elle est globalement bien mise à jour. Il va falloir voir surtout par rapport à ça, mais les gens qui étaient par exemple pas contents parce que l'Honor 8 apparemment n'était pas prévu, au final c'est prévu qu'il est Oreo, donc comme quoi, avec un peu de pression, les gens y arrivent. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran Full HD AMOLED en 6 pouces, 18/9e, donc on est sur du 2160 x 1080p, un écran qui est vraiment joli à regarder. Donc comme je l'ai montré tout à l'heure, on va avoir le confort des yeux pour ceux qui auraient un petit peu du style mal aux yeux à cause justement de le soir, en fait, tout simplement à cause de la lumière bleue. Vous avez la possibilité de le désactiver, hop. Vous avez hop ici dans la partie affichage donc le confort des yeux, on peut gérer donc aussi le mode de couleur, donc normal ou vif. Le normal est plus sympathique puisque plus proche de la réalité, et on peut aussi changer la résolution par du 720p, même si dans la réalité ça va pas vraiment changer le nombre de pixels allumés, donc ce sera plus pour les ressources, mais vous avez cette possibilité. Par contre ça donnera un effet moins fin. Au niveau de la luminosité, hop ici donc au minimum, donc c'est vraiment très bas, là vous voyez même plus l'écran, je le vois très peu, et au maximum, donc il est vraiment très lumineux, donc là ça se voit aussi, donc ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème de ce point de vue là, ce qui fait que pour le soir ou pour en plein soleil, il sera tout à fait adapté. Donc c'est plutôt une bonne chose de ce point de vue-là. Au niveau des angles de vision, c'est un écran AMOLED, donc ce qui fait qu'au niveau des angles de vision, c'est excellent, comme d'habitude, hein, tout simplement. On peut voir qu'en plus de ça, ça passe bien derrière un écran. Il n'y a pas ce problème où on a un rafraîchissement qui fait que ça se voit un peu trop sur certains appareils. Là, c'est assez bien. Mais en gros, l'écran est vraiment bon, vraiment agréable à regarder. Il n'est pas fatigant pour les yeux aussi, parce que j'ai les yeux qui sont très fatigués en ce moment. Mais c'est pas à cause du Mate 10 Pro, ça c'est sûr. Donc un très bon écran. J'ai pas vraiment de choses à lui reprocher en soi. En plus de ça, là, au niveau de la fluidité par rapport à l'écran, donc ça va se voir. Donc voilà, on peut voir juste ça en fait, c'est que c'est pas encore bien intégré par rapport à ça, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais un écran qui en tout cas réussi, qui est agréable à utiliser, à regarder au quotidien. À savoir que pour les vidéos, on en profite. Les vidéos bien sûr peuvent être élargies donc au quotidien. On va revoir la séance de tatouage, ça peut être intéressant au-delà de ça, mais quand il faudra bien passer la pub, voilà, ça c'est une pub gratos, intégrée sans même le mettre dans les mid-rolls, ça c'est bien, hein. Mais en gros vous allez pouvoir bien sûr agrandir ou non la vidéo selon vos envies. Donc bien évidemment 18/9e ça passe bien, on n'est pas comme l'iPhone X où vous avez le petit truc qui dépasse, ça c'est gratuit, vous avez bien ce côté 18/9e respecté de ce point de vue là. Donc pas de soucis là-dessus. Et bien sûr le côté 18/9e, donc pour les deux applications en même temps, c'est toujours ça de prix. Voilà un petit peu pour la partie écran, un écran qui me plaît beaucoup, qui est vraiment réussi. Au niveau du son, donc la partie haut-parleur, on est sur quelque chose qui est assez performant. Vous avez le double haut-parleur qui est utilisé. Donc on a un double haut-parleur qui marche plutôt bien, si on regarde même sur une vidéo YouTube. Donc on va voir ce côté stéréo plus qui est mis en avant. On va en parler de tout ça. Bon ça c'est cadeau avec la petite musique qui va bien. Je propose avant de commencer, quantité d'encre, on est d'accord que le laser ça fait exploser l'encre qui ensuite est... Voilà, donc voilà un petit peu pour la partie haut-parleurs, hein, des haut-parleurs qui sont vraiment puissants, qui sont vraiment agréables et assez bien équilibrés dans l'ensemble, même si c'est même pas forcément la signature au niveau de la musique, mais ils sont puissants et le son est vraiment agréable, on a quelque chose de vraiment clair au niveau de la qualité. Ça c'est vraiment bien. Par contre... ça c'est cadeau, je l'aime bien aussi. Au-delà de ça, donc par la partie jack par contre, la partie USB-C, attention. Donc
on est sur quelque chose qui est intégré. Alors il faut savoir que donc la partie USB-C, donc ça va pas être ce capteur-là, mais ça va être celui-là. Donc on est en fait sur une partie interne. Le son part d'ici, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de DAC interne, il n'y a pas de DAC dans le câble. Enfin voilà, la partie son ne se situe pas dans le câble, mais dans le téléphone. Donc c'est pas comme les iPhones, hein, c'est vraiment comme si vous aviez une jack. Sauf qu'elle a disparu et qu'elle est intégrée au USB-C, mais que le son sort toujours, en fait, à partir de là, il sort en analogique. Et le problème, c'est que le Huawei, là-dessus, a encore du retard. Un gros retard, à mon sens. Puisque le Kirin 970 donc, fait des efforts en termes donc, en termes de son, mais c'est encore pas ça. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas aussi bien que les hauts de gamme. En fait, on a un réel retard par rapport à ça. On est moins bon qu'un Snapdragon 820 en termes de qualité, donc ce qui fait que forcément c'est pas très bon. Ça manque surtout, les détails sont plutôt là, ils sont assez présents, c'est pas le meilleur que j'ai eu, mais ça reste très correct. Par contre, c'est surtout sur la stéréo et sur la séparation des instruments où il y a un vrai retard par rapport à ça. C'est vraiment moins bon que la concurrence et ça aura plus tendance à être face à des milieux de gamme ou des anciens hauts de gamme. Donc ils sont pas encore vraiment bons Huawei au niveau du son. C'est pas encore ça à mon sens. Il y a encore des efforts à faire dessus. Ça reste quand même meilleur que le Kirin 960 et bien meilleur que le 950, mais on est en deçà de la concurrence. Sur la partie photo, et oui, on commence avec un chat parce que les chats c'est vendeur. Donc on est sur un 12 plus 20 mégapixels en ouverture 1.6 et ça c'est vraiment le côté assez sympathique. C'est une réelle évolution de la part de Huawei, ce qui fait que les photos de nuit sont forcément bien mieux qu'ailleurs. On peut voir que mon chat est très bizarre, mais malheureusement je le trouve pas forcément, je le trouve moins bien. Très honnêtement, je le trouve moins bien de nuit en tout cas que le Galaxy S7 qui m'avait vraiment impressionné. Il y a une gestion logicielle et le fait surtout que la stabilisation est bien meilleure sur le S8 pour la partie photo de nuit. Là où du côté de Huawei, ce n'est pas ça encore de nuit. De jour, ça reste plutôt pas mal. Par contre, on aura ce côté en fait au niveau de la partie logicielle en fait. Ce qu'il va y avoir, c'est que dès qu'il va pas arriver à comprendre, ça va faire des espèces de pâtés. Ça fait un peu peinture. On le reconnaît assez bien. Mais les photos par exemple ici sont très belles. Hein. Là, on peut voir donc avec l'effet d'ouverture large qu'on peut gérer plus ou moins, donc ici qui s'améliore vraiment. Il y a de moins en moins de problèmes d'artefacts ou quoi que ce soit, donc ce qui fait que vous pouvez voir que ce chien a envie de câlin. On peut le voir ici. Bon, il n'est pas parfait encore, mais on peut voir que le chien a bougé beaucoup, donc ça il faut l'admettre, même en mouvement il gérait assez bien. L'appartement n'était pas encore forcément très très bien éclairé, mais il se démerdait plutôt bien. Sur ici, là on a carrément ici, hop. Donc là, c'est le côté dynamique en fait qu'on peut activer, donc qui va enregistrer les dernières secondes. Je ne sais pas si on a d'ailleurs en quel format c'est pris. Je ne sais, non, c'est en. Bon, je ne sais pas. Donc en tout cas, voilà, vous avez cette possibilité-là. Vous avez de nuit. Alors de nuit, j'aimerais bien vous montrer quelques photos. Donc ici, vous avez de toute façon l'album, comme d'habitude, qui est dans la description pour les plus intrigués. Donc ici, par exemple, ça va être juste la lumière, surtout, qui est derrière, qui va donner de la lumière, et une lumière ambiante dans la rue. Donc ce qui fait qu'il y a quand même un peu de grain, forcément. Ça reste très correct, on a quand même pas mal de détails de nuit. Là, on va voir surtout de ce côté-là. On a pas mal de détails, mais ça manque parfois un petit peu de précision. Ici, on peut voir aussi que ça reste vraiment pas mal. Hein. Il y a une bonne gestion de la lumière et on a quand même encore pas mal de détails, le portail, etc. Si je compare avec, par exemple, le Nubia Z17, par exemple, ou le Pro 7, c'est quand même moins bien. Malheureusement, n'ayant pas de Samsung avec moi, je n'ai pas la possibilité de comparer. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ici, là où d'habitude avec le S7, je vois très bien là, il y a une très bonne gestion derrière en fait sur cette partie-là, la partie en fait du garage. Normalement ici c'est noir, donc là il le ressort bien. Par contre la partie au fond, il n'arrive pas vraiment à la ressortir, pas aussi bien que le S7 en tout cas, qui avait vraiment une différence. Ce que je voudrais appuyer au niveau de la photo, c'est surtout de nuit la stabilisation. Là où le S7 joue beaucoup sur la stabilisation pour pouvoir avoir une ouverture lente, la plus lente possible, et donc pouvoir capturer un maximum d'images. La stabilisation du Mate n'est pas vraiment très bonne, ce qui fait que dès que je vais vouloir, parce que de base, il va me sortir une image où on a juste les fenêtres qui ressortent et qui sont un petit peu trop éclairées, dès que je me suis mis en ouverture lente, donc déjà il crame la lumière, donc il y a de nuit une pas très très bonne gestion de la lumière par rapport à ça. Il y a beaucoup de grains aussi autour. Et par contre, dès qu'on va vraiment être sur là, j'étais que sur
0,8 secondes d'ouverture, là où le S8 ou même le Zenfone 3 Deluxe arrivait à tenir beaucoup plus. Je vais vous montrer rapidement d'autres images, mais il y a une réelle différence par rapport à ça. On peut pas tenir très longtemps, ce qui fait que là, par exemple, on voit un petit peu ici quand on zoome. Là, par exemple, vous le voyez pas, mais ça, on peut le voir. Donc de nuit, c'est pas aussi bien qu'un S8 à mon sens. Là, vous pouvez voir. Non, là, c'est pas fort. C'est un peu plus personnel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi donc la petite Porsche ici, donc on a... non, celle-ci, elle était floue. Ah bah, les deux étaient flous, donc comme ça. Ici, vous avez... Donc ici, on a vraiment, par contre, beaucoup de détails. C'est vraiment précis, c'est vraiment pas mal du tout. En plus de ça, on est là sur la version bokeh, donc on va pouvoir gérer. Le bokeh étant vraiment bien géré, vraiment vraiment très propre. On va voir ici... Donc si je zoome vraiment au maximum, on va voir vraiment pas mal de détails. On voit plutôt bien l'antenne au fond. Et sachant qu'on est un petit peu en fin de journée, donc ça reste pas mal. Ici, de nuit, hop, ici. De nuit, on va voir les lumières restent assez présentes. Le FH est un petit peu trop présent, mais globalement, ça reste moins bien que le S7. Pour comparer avec le S7, alors ce sera pas forcément les mêmes photos, mais même le S7 ou le S8, j'arrivais à faire mieux. Donc c'est là-dessus, bon... Samsung étant bien meilleur de ce point de vue-là. Alors, je vais essayer de retrouver le S7, parce que ça va être surtout celui-là qui va permettre de voir. Donc, c'était le S7 de nuit, la vidéo que j'ai jamais sortie et que je voulais sortir, malheureusement. Et S7 Edge de nuit. Hop, ici. Et vous voyez, en fait, ici, donc ça ressort un petit peu moins, en fait, sur la partie autour. Par contre, au fond, on voit très très bien ici que vous avez donc les voitures qui ressortent. Donc c'est là où c'était très très fort de ce point de vue là, c'est que voilà, ça ressortait vraiment très bien derrière et là c'était vraiment performant de ce point de vue là. Je sais pas ce que j'ai d'autre à montrer, mais il était vraiment à mon sens bien meilleur sur la photo de nuit. Il arrivait à ressortir des photos avec en plus de ça un seul capteur qui était bien plus lumineuse que son confrère le Mate. Donc là par exemple ici, bah voilà, en fait là ce que vous voyez la photo où je vous disais qu'on voyait rien, ici il n'y a rien d'allumé et pourtant bah là on voit assez bien les bâtiments autour, il ressort, il y a de la luminosité un petit peu mais comme ailleurs, mais il le ressort beaucoup plus, donc ce qui fait que bah faut avouer que là malheureusement et même justement ici, hop, on va voir ici, c'est un peu moins lumineux ici, au fond. Il le ressort un petit peu moins, mais c'est présent. Donc, ce qui fait que c'est clairement pas encore au point de ce que propose le S7 ou le S8 en termes de photos, à mon sens, en tout cas de nuit, de jour, c'est pas mal du tout, c'est même très bien. Le zoom numérique d'ailleurs, le zoom hybride que l'on a en faisant ici, il est très très performant. On gagne vraiment en termes de détails, on en gagne beaucoup. Donc ça va être le côté assez positif, c'est que le zoom est vraiment utile. C'est-à-dire qu'il y a une réelle optimisation par rapport à ça, et que même certains capteurs de loin ne voient pas forcément. J'ai testé avec le Dexo One et avec le zoom x2, bah on capte vraiment plus de détails. Donc c'est vraiment cool de ce point de vue-là. Au niveau de la vidéo, la stabilisation n'est pas forcément très bonne. Pareil, hein, c'est un peu ça le gros problème, je trouve, du Mate 10 Pro, c'est que la stabilisation n'est pas aussi bien que la concurrence. Dans les bonnes choses, on a le format RAW qui, en mode Pro, va pouvoir être activé. Dans les trucs pas très bien, c'est que en fait, le 20 mégapixels, j'ai l'impression qu'il est moins performant que le 12. J'ai l'impression que tout a été optimisé sur 12 mégapixels et que le 20, il va être surtout là pour le monochrome. C'est là où il va avoir vraiment son petit quart d'heure de gloire, mais c'est à peu près tout. Instantané ultra, bon ça va être des petites choses par-ci par-là. Vous avez bien sûr le mode Pro qui s'active comme ceci. On va pouvoir tout gérer ici. Vous avez bien sûr photo monochrome vidéo HDR, panorama 3D, panoramique, cliché nocturne, light painting, le ralenti. Alors le ralenti, je l'ai pas encore regardé. Par contre, c'est du 1080p 120 fps ou 720p 240 fps. Donc ça c'est plutôt cool, c'est même assez bon. Filtre filigrane, scan de documents pour en avoir plus. Je sais pas si on a plus actuellement. On va voir sûrement gourmet et je pense qu'il y en a un autre. Gourmet qui doit s'afficher. Voilà, gourmet, filigrane et scan de documents. Donc vous avez ces petites choses là. Donc, ce qui fait que c'est un capteur qui est assez sympa. En petite option qu'on a en plus par rapport donc au Honor en général, c'est surtout ça, la gestion des couleurs. On va pouvoir avoir des couleurs qui sont un peu différentes. Donc, je sais pas si ça va se voir ici. En gros, voilà, couleurs forcément vives, ça va être beaucoup plus vif, et douce, ça va être un peu plus vif, mais moins que un peu plus que le standard, moins que le vif. Et vous avez le mode portrait aussi qui peut être présent, donc ça va être le MST en bokeh, ça va mettre en avant le visage. Donc vous avez tout ça bien sûr dans l'album. Donc voilà, un double capteur qui pour moi, alors
autant Nexo lui a mis une excellente note, autant pour moi l'utilisation, et je suis pas le seul à le dire, je ne dirais pas forcément qui c'est parce que, hein, mais enfin pour des raisons X ou Y, je peux pas forcément dire pourquoi, mais même les personnes en question, sans dire qui, quand, comment, hein, trouve aussi que de toute façon Samsung reste le maître en la matière sur les photos de nuit. Donc si vous êtes vraiment fan des photos de nuit, il faudra plus s'orienter sur un Samsung plutôt que celui-là. Même s'il en fait des bons, il reste encore très loin de ce que fait Samsung qui sur sa partie logicielle est vraiment excellent et il met des capteurs photos qui sont vraiment optimisés de nuit. Tout est optimisé pour la nuit et c'est ça qui est vraiment excellent. Là où ce Huawei là c'est plus c'est d'autres choses. C'est pas parfait, c'est pas aussi bien qu'un Samsung. Ça reste dans les très vraiment meilleurs du marché, mais c'est pas aussi bien. Au niveau de l'autonomie, donc là on est sur une batterie de 4000 mAh avec donc son écran Full HD AMOLED, donc qui permet d'avoir un peu plus d'autonomie et donc le Kirin 970. On est sur une autonomie qui est vraiment pas mal, sachant qu'on a aussi la supercharge. Alors la supercharge en gros, on va pouvoir en une demi-heure charger 65% de la batterie. Donc c'est très rapide, c'est très très rapide. C'est une des charges rapides les plus rapides actuellement avec la dash charge où ça se bat un petit peu par rapport à ça. Surtout que là on a du 4000 mAh, donc c'est vraiment énorme. Donc ce qui fait que vous avez ça et donc l'autonomie est vraiment pas mal. J'ai pu faire 6-7 heures écran allumé. Si je retrouve ma petite capture par rapport à ça, tac tac tac, où est-ce que ça va être par contre, ça va être ça. Hop, ici j'ai fait 7 heures, il me restait 8%, et sachant que ça a été en Full 4G. Donc 7 heures en Full 4G, c'est vraiment un bon score. C'est bien mieux que le Mate 9 où je pouvais faire 6 heures, mais plus en Wi-Fi que en 4G. Donc il y a une réelle amélioration du processeur par rapport à ça. Donc attendez-vous à ce que, ce que ça vous fasse un jour et demi, 2 jours facile, sans problème, sachant que la veille a été pas mal améliorée aussi par rapport à ça. Il a une très bonne veille, chose à mettre en avant, que n'a pas forcément la concurrence. Ce qui est bien, c'est surtout qu'il est en 1080p Full AMOLED, là où beaucoup sont en 2K, là ils ont décidé de faire... non, on va pas trop pousser par rapport à ça, et on préfère, sur la version la plus pro, de mettre un écran avec moins de pixels. Ça fait un peu bizarre, parce que le Mate 10 normal est en 2K IPS, enfin LTPS, là c'est du 1080p. Je pense que c'est pour un souci d'autonomie, justement, pour essayer d'avoir la meilleure autonomie possible. Donc 7 heures, c'est vraiment bien. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à redire. On pourrait faire mieux, je pense. Mais enfin, là, on est à 7 heures, 8%. On pourrait faire un petit peu mieux, je pense. Mais déjà, on est sur une très bonne autonomie. Ça devrait combler la plupart des gens. À rappeler en plus de ça, et c'est peut-être pas forcément pris en compte par ce benchmark, mais la partie NPU, donc Neural Processing Unit, donc le NPU qui a été mis en avant par Huawei, va permettre de gérer un petit peu plus comment vous allez utiliser votre smartphone selon les jours. Donc ce qui fait que ça va permettre d'optimiser certains processus pour que ça vous plaira facilement certaines applications, ce genre de choses, ou prévoir de mettre en avant telle application parce que vous allez l'utiliser régulièrement à telle heure ou telle chose. Donc ça va être les choses qui vont être un petit peu mises en avant, mais qui vont être un petit peu, plus discrètes, on va pas pouvoir vraiment s'en rendre compte. Mais en gros, ça va être une meilleure gestion des ressources, une meilleure gestion des applications qui sont à mettre en cache. Est-ce que ça a un réel impact dans la réalité? Je sais pas du tout. Il faudra voir avec des professionnels, sûrement des Anglais, qui ont pu faire des expériences par rapport à ça, mais malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus par rapport à ça. À savoir quand même que si c'est quelque chose que je n'ai pas parlé dans la photo, mais il va reconnaître au niveau de la photo, en tout cas, quelle chose vous êtes en train de prendre en photo. C'est-à-dire si vous prenez un chien, il va vous mettre un chien ici. Si vous voyez des feuillages, si vous voyez des feuilles, des arbres, etc., il va vous mettre un style feuille. Si vous avez de la bouffe, même si c'est un kebab, il va le reconnaître, il va mettre que c'est de la nourriture. Donc c'est quelque chose qui va être utilisé surtout pour la photo et surtout pour le classement d'images dans la partie galerie, sur quelle personne il y a, quelle localisation, quel truc revient régulièrement, pour les classer et les mettre dans certains groupes de photos. Au niveau de la partie graphique, donc là on est sur un test qui a été fait en 1080p classique, comme vous pouvez voir j'ai pas étendu par rapport à ça, donc on est donc au niveau de la consommation de la batterie, on est passé de 74 à 56, donc 18%, c'est une assez grosse consommation tout de même.
En termes de performance, par contre, c'est surtout là, on va voir la chute qui est assez énorme, puisqu'on passe de 2371, donc un excellent score qui se place face au Snapdragon 835, si je dis pas de bêtises, qui fait à peu près autant, à 1284 frames, donc qui divise par deux tout simplement ses performances. Alors c'est surtout pour une histoire de consommation, parce qu'il chauffe pas forcément plus que ça, mais on peut voir qu'il y a un réel impact. Donc si on compare justement au niveau, hop, ici, de la consommation, on peut voir, donc là ça va durer 2h30, enfin presque 3 heures, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, alors que pourtant il a une batterie de 4000 mAh, et ce qui fait qu'il va se retrouver face au Meizu Pro 5, ou encore Mate 9 Pro, on va faire un peu moins que le Mate 9 Pro, puisqu'il a plus de cœur, donc il a beaucoup plus de puissance. On est en dessous, si on va regarder un petit peu les plus hauts, qu'est-ce que nous avons? Le Echo, le Pro 3 avec le Snapdragon 820, c'est vrai que c'était assez bien optimisé, le Snapdragon 820, au côté GPU était assez bon, en termes de gestion par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de l'écho, c'est bizarre. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a après. C'est J5. Non, ça va être... là, forcément, est-ce que on va retrouver 506 Snapdragon 125, forcément. Donc là, on est sur... voilà, plus il y avoir d'autonomie, plus c'est pourri, de toute façon. Mais si on compare... on va comparer face au Note 8. Non, même au S8 Plus, qui a une meilleure batterie. S8 Plus... On va voir que le S8. Alors on a les deux versions, S8 soit en 835, soit en normal, avec une batterie de 3000 mAh, ou 3200, je sais plus, je vous avoue. Et on fait 189 et 190, donc dans les deux cas, ça fait à peu près la même autonomie, donc pareil, ça doit être un petit peu limité. Si on regarde au niveau des scores, par contre, on est bien meilleur dans les deux cas, puisqu'on va faire 1284. Pourquoi? Parce que là, c'est du 2K, et là, c'est du 1080p. Ça va être la grosse différence aussi. Donc, dommage justement que je n'ai pas ma propre version. Mais en gros, on fait pareil qu'un Mi 5, Mi Mix. Mi Mix, donc avec un Snapdragon 820. Zug Z2+, ok. Il y a beaucoup de Zug par ici. Le Zenfone 3 Deluxe fera mieux. Sachant qu'il est assez stable, le Zenfone 3 Deluxe en 1700, on pouvait faire 2400 au départ. Donc au départ, il est mieux, mais dans la réalité, il est un peu moins bien. On peut voir l'iPhone 8 en 720p, il fait 4000. Je suis sûr que si on prend le score de base et on met en 720p, on aura à peu près la même chose. Là, on a l'iPhone 8 Plus en 1080p, c'est-à-dire qu'on fait le même score que l'iPhone 8 Plus, qui est avec le dernier processeur. Quand il chauffe pas, voilà, il se divise par deux, et là on va se retrouver face au voilà, Mate 10 Pro. C'est bizarre, on est face au Mate. On va se retrouver face au iPhone 6s Plus, au Mi Note 2 avec son Snapdragon 820, X Performance, le Pro 3, donc les Snapdragon 820, Nokia 9 très mal optimisé, bizarre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Mi 5s Plus, Zenfone Air qui fait moins bien aussi, ça c'est étonnant. Le S8 Plus qui est ici, avec un Mali G71, le Exynos 8895, 827 frames, donc moins bien aussi. Donc ce qui fait que c'est un petit peu plus performant en tout cas que la concurrence globalement. On peut voir le Google Pixel XL ici. On n'a pas le 2 par contre. Mais les scores sont vraiment pas mal. En tout cas, on peut voir une amélioration. Même le Honor 9, il faisait 1055, là on est à 1284. Donc une bonne amélioration par rapport au graphique. On se retrouve sur Novo Legacy pour la partie jeu. Donc là on va voir, là ça va être forcément très fluide puisque on est sur l'une des meilleures puces. On va avoir l'un des meilleurs sur la partie graphique, forcément. Donc ça va être la chose assez positive. En plus, comme il est en 10 mm et qu'il reste limité, puisque forcément, même si on le limite un petit peu, il reste parmi les plus performants. Et donc là-dessus, il n'y aura pas de souci niveau jeu. Donc on fera tourner 100% des jeux du Play Store sans problème. Hop, on recharge. On peut voir que la fluidité, en tout cas, ça ne ralentit pas, ça reste tout le temps aussi fluide. Et que c'est assez agréable. Surtout moi qui ne sais pas avancer, je déteste les contrôles tactiles. Mais bon, la flemme de prendre une manette, ouais. Hop. Donc voilà, donc on peut voir, ça chauffe pas beaucoup d'ailleurs, je le sens pas vraiment au dos de l'appareil. Et je fais mal aux gens. Et je sais pas quoi vous commenter, donc je tue les gens. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, pas de souci du point de vue, en tout cas, de côté chauffe, ça chauffe pas très rapidement. C'est aussi ça le truc assez positif, ça reste très limité. Donc ce qui fait que même pour l'expérience, au niveau donc des mains, ça va être assez agréable puisque ça va peu chauffer.
On se retrouve sur Battle Bay pour le dernier jeu, et bah Battle J pour le dernier bœuf, même ça pourrait être marrant comme jeu de mots. Donc Battle Bay, bon c'est pas forcément le jeu qui demande le plus de ressources, mais on va pouvoir voir si ça reste parfaitement fluide. On peut voir que c'est fluide, c'est agréable à jouer, le tactile forcément est précis aussi. Donc lui il a pas compris qu'il fallait tirer sur les ennemis, pas juste les regarder. Donc ce qui fait que voilà, comme j'ai dit, la chauffe elle augmente pas plus entre les deux jeux, donc ça c'est quand même le truc qui est assez sympa. Et voilà, j'en ai tué un et je suis dans les flammes de l'enfer. Je ne sais vraiment pas quoi dire tellement je suis fatigué, c'est incroyable. Et de deux. Yep, on assiste. Donc voilà, là je peux pas dire grand chose, mais en gros, bah ça je tourne bien. Alors que penser de ce Huawei Mate 10 Pro ? Ben, c'est un smartphone qui est quand même très réussi de la part de Huawei. Il y a une grosse amélioration qui a été faite, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau du capteur photo, ou encore le fait qu'ils sont en 18/9 qui reste assez agréable. Il se place tout à fait face au Note 8 tout simplement de chez Samsung. Et donc ce qui en fait un smartphone qui, voilà, cette fois-ci il a des arguments pour contrer Samsung, notamment avec l'autonomie, la supercharge, l'écran qui est très bien réussi. Le double capteur qui se met tout à fait face au Note 7, enfin au Note 8, pardon. Mais on a des petites choses qui fait que c'est pas encore parfait, notamment l'appareil photo de nuit, c'est pas encore parfait, la partie stabilisation non plus, qui sont manquants. Le fait qu'on n'ait pas de carte SD ou de jack, le Note 8 en est équipé. Il est aussi cher, ça c'est aussi la chose. Donc, ce qui fait que c'est des petites choses par-ci par-là qui fait que pour moi, c'est peut-être pas forcément au niveau du Note 8, mais il se défend tout à fait. Ça peut être surtout un choix par rapport au design ou par rapport à la surcouche. Il y a aussi bien sûr le Honor 10 View, enfin le Honor View 10, je vais arriver, j'ai beaucoup de mal. Le Honor View 10 qui permet de combler les petites choses qui manquent, notamment la carte SD et donc la jack, qui sont présentes sur ces deux, sur ce Honor View 10. Donc face au Note 8, il est très sympa. Mais il y a des choses qui sont un petit peu moins parfaites. Donc vraiment, ça va être vraiment du côté de l'appareil photo qui, de nuit, restera moins bien que le Samsung, mais reste excellent de jour. Même quand la qualité baisse, ça reste vraiment très bon. Mais de nuit, Samsung fait vraiment mieux. Il y a quelque chose en plus que n'a pas actuellement encore Huawei. À voir l'année prochaine ce qu'ils vont proposer. Mais vu de l'évolution, on sent que Huawei a décidé de prendre le problème à bras le corps. En soi, c'est un smartphone qui reste très réussi dans tous les points, qui n'a pas de réel défaut. Ça va être plus un petit peu la qualité sonore et la photo qui sont... C'est de légères faiblesses face à la concurrence. Concurrence qui est féroce ici dans le haut de gamme. Ça reste une des meilleures phablettes, qui est très bien optimisée, qui est surtout très réussie niveau design. L'optimisation est aussi excellente. Et aujourd'hui, on a pour moi un réel concurrent face à Samsung ou LG en termes global en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc j'ai pas forcément grand chose à dire de mauvais dessus, ça a des bonnes choses, mais en fait il est très réussi, mais je le trouve à mon sens un poil moins réussi que la concurrence que j'ai pu prendre en main, donc notamment le Note 8 que j'espère avoir en test à un moment donné, et ça je sais pas quand parce que là je vais essayer peut-être de prendre une pause, mais ça c'est encore autre chose, mais ça reste voilà un smartphone qui est vraiment très réussi, qui est très agréable au quotidien et qu'on aura des difficultés quand même à regretter. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, il est quand même reste très complet, il y a des petites choses qui me font... C'est pas encore... Voilà, c'est des petites choses, des petites par-ci par-là qui restent un poil imparfait, mais il y a une grosse amélioration. Si on remarque l'année dernière, on avait le P10+, malheureusement j'avais pas pu le prendre en main, qui avait donc son capteur 1.8 qui était très bon, mais... Par exemple, s'il y avait le P10 qui était en ouverture 2.2, là où le S8, lui, était déjà avec une ouverture 1.8, voire même 1.7, si je dis pas de... Oui, 1.7.
1.7, et donc ce qui fait qu'en termes de photos, il y avait un gouffre dès que la luminosité baissait. Le double capteur reste, je pense, le même, enfin c'est même ça, c'est le même que celui de l'année dernière avec le Mate 9, c'est surtout l'ouverture qui a changé. À voir avec les prochains capteurs qui vont être proposés par Huawei, en espérant que ce soit des nouveaux. Alors en plus de ça, ce serait peut-être du triple capteur. Mais je pense que là, c'est la petite faiblesse qu'il y a, c'est que c'est des capteurs qui auraient pu être mis à jour sur les capteurs plus récents. Et ça aurait été bien que ce soit mis à jour. La dernière petite chose que j'ai à dire aussi, c'est que on est sur du zoom numérique du côté de Huawei, mais un zoom numérique qui utilise les deux capteurs pour essayer d'avoir le plus de détails possible. C'est quelque chose qui est... C'est parmi les seuls à faire du full numérique, enfin d'ailleurs seulement en numérique, il n'y a pas de choses physiques qui en sont mis dedans, et c'est pourtant très réussi. C'est très réussi dans le sens où ils arrivent vraiment à capter plus de choses, et ça reste impressionnant pour quelque chose qui est totalement géré de façon totalement logicielle. Donc je sais pas comment ils font, mais c'est vraiment bien foutu. Donc Huawei devient un concurrent très très sérieux en termes de haut de gamme. Ça le devenait déjà de plus en plus, mais avec parfois des grosses faiblesses. Le Mate 9 m'avait déçu, notamment sur la photo et aussi sur le son. Beaucoup de choses n'allaient pas sur ce Mate 9 que je trouvais pas forcément très bien réussi pour un haut de gamme. Ici, Huawei a effacé beaucoup des défauts du Mate 9. C'est pas encore totalement effacé, mais si ça continue comme ça va être eux qui vont devenir la plus grande référence sur le marché face au Note 8, enfin face à Samsung avec le futur Note 9. Ça risque d'être son killer tout simplement, de devenir la nouvelle référence parce que Samsung reste indétrônable en termes de phablettes. Le Note 8 reste la référence, mais Huawei est vraiment pas très loin derrière. Il y a des arguments, beaucoup d'arguments, notamment par exemple le petit capteur d'empreinte qui est excellent, le design qui est vraiment, pour le coup, je trouve plus réussi que le Note 8, qui, que ce soit en photo ou dans la réalité, reste vraiment plus réussi à mon sens. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été fait là-dessus et qui prouve que Huawei cherche à essayer de faire du mieux qu'il peut à l'heure actuelle. Donc voilà. Tout ce que j'aurais à dire sur ce smartphone, c'est que c'est vraiment un très bon smartphone. On est sur un des meilleurs smartphones de l'année. C'est pas encore parfait sur certains points, mais voilà. Et je me répète encore, il faut vraiment que je prenne des vacances. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et tout ça, et voilà, tout simplement.